Non, le dialogue entre les savoirs indigènes et la science occidentale n'est pas un dialogue de sourds, et la preuve est que dans certains endroits, c'est un dialogue qui est en train d'avoir lieu. On se rend compte que dans les savoirs indigènes, il y a des milliers d'années d'expérience et d'observation au niveau des plantes, des animaux, du climat, de l'environnement. Et donc, des dialogues concrets sont en train d'avoir lieu, notamment au Canada, donc un pays où il y a des scientifiques et des laboratoires, mais aussi des peuples indigènes qui y résident, sur la santé des rivières qui contiennent trop de mercure, ou sur l'état des glaces dans l'Arctique, donc des climatologues, des écologistes, des botanistes qui travaillent main dans la main avec les indigènes. En même temps, c'est un dialogue qui est difficile parce que les systèmes de savoir n'ont pas les mêmes règles, n'opèrent pas de la même façon, ne présupposent pas forcément la même chose. Et c'est un dialogue entre inégaux au niveau du pouvoir. C'est que quand même, la science occidentale, c'est un peu la face puissante du monde occidental, et de l'autre côté, les peuples indigènes ont quand même été mis en marge depuis 500 ans, donc c'est certainement un dialogue entre inégaux. Je pense qu'on peut dire qu'au cours des derniers 20 ans, il y a des domaines, la botanique par exemple, où la science a suffisamment avancé pour qu'on se rende compte que ce que les indigènes disaient à propos des plantes et qui nous paraissait un peu bizarre, était tout simplement vrai. Maintenant, au cours des derniers 20 ans, la botanique a découvert que les plantes sont des êtres qui communiquent, qui perçoivent et qui ne sont pas que des objets passifs ou des sortes d'automates. Donc, oui, la science a suffisamment avancé dans ce domaine pour pouvoir maintenant dialoguer avec les indigènes sur ce genre de sujet. En même temps, au niveau de la climatologie, par exemple, c'est pas tant la science qui a avancé, mais c'est le monde qui a changé. C'est-à-dire que maintenant, on se rend compte, beaucoup plus qu'il y a 20 ans en arrière, que le climat est un sujet important et difficile à comprendre, que nous ne maîtrisons pas complètement d'un point de vue scientifique, et qu'il y a des peuples, les Inuits par exemple, qui vivent depuis des milliers d'années dans des lieux qu'ils observent, et ils ont une connaissance qui est précieuse pour la science. Et donc, c'est le monde qui a changé et qui fait que la science et les savoirs indigènes se rapprochent et se mettent à dialoguer. Pour que les sciences et les savoirs indigènes puissent dialoguer, il y a des défis, mais aussi des opportunités, ou des difficultés et des opportunités. Une des difficultés, c'est que la science a tendance à présupposer qu'elle a le monopole du savoir vérifiable et que les autres approches ne sont pas sérieuses. Elle a tendance à disqualifier les approches autres qu'elle. C'est comme une culture monolingue qui se désintéresse de connaître les autres langues. Finalement, si on veut être pris au sérieux, on n'a qu'à se mettre à sa sauce. Donc la science a une difficulté de combiner avec les autres approches, alors que l'inverse n'est pas vrai. Ça, c'est le défi à surmonter. Une opportunité qu'on ne voit pas forcément est que le savoir des peuples indigènes est quand même basé sur une approche empirique et d'observation, et il n'y a pas de contradiction entre le fait de formuler des hypothèses et de les tester d'un côté, c'est-à-dire la méthode de la science, et la pensée indigène. Et au contraire, on trouve concrètement qu'il est tout à fait possible de nourrir les interrogations du chercheur avec les observations du savoir indigène, même mythologique, pour enrichir sa formulation d'hypothèses qu'il peut ensuite tester. Donc, au niveau de la pratique de la science, si on prend par exemple essayer de jauger la santé d'une rivière au Canada, on peut, dans le dialogue entre le chercheur écologiste
et le vieil indien du peuple indigène, avoir un dialogue où l'Indien parle de la mythologie, de la connaissance de la rivière que son peuple a accumulée au cours du temps. Ça peut donner des idées aux chercheurs, qui peut incorporer ces idées dans les hypothèses, qu'il testera et ça mènera peut-être à une connaissance utilisable par la suite pour le bien de la rivière et aussi de la communauté indigène. Donc il y a quand même des compatibilités insoupçonnées entre le savoir indigène et la science. Et il y a quand même des petites différences entre les cultures qu'il est important de voir. Bien souvent, les peuples indigènes ont un désintérêt pour le côté universel des questions. On s'intéressera à cette rivière ici précise où nous habitons, mais pas par l'étude de toutes les rivières sur la planète Terre. Le savoir indigène a tendance à être dans le particularisme et le régionalisme, tandis que la science tend bien souvent vers un universalisme. Et donc, ce sont des différences qu'on gagne à mettre au clair avant de lancer des collaborations. Une autre différence importante, c'est que les peuples indigènes ont généralement le point de vue que si on prend quelque chose de la nature, qu'il convient de redonner et qu'il convient de se soucier de la relation pour les générations futures. Et donc, on n'a pas cette notion d'exploitation des ressources, mais plutôt une sorte de mise en relation avec l'eau, les plantes, les animaux. Et donc les deux approches sont assez différentes à ce niveau-là. Et pour que la science apprenne à avoir un vrai dialogue avec le savoir des peuples indigènes, ce sont des choses qui vont devoir être prises en compte. Alors, pour parler de l'importance des langues indigènes, le cas des Indiens Kokama en Amazonie péruvienne est intéressant parce que c'est un peuple qui a déjà abandonné 2 fois sa langue maternelle. La première fois au XVIe siècle en faveur du Tupi-Guarani qui était parlé par toutes les tribus de l'Amazonie brésilienne atlantique pour faire du commerce avec les Portugais. Puis, ils ont migré en remontant toute l'Amazone jusqu'au Pérou, à plus de 4500 km de là, en parlant le Tupi-Guarani, qu'ils ont arrêté de parler en faveur de l'espagnol, qui est devenu la langue du commerce au XXe siècle en Amazonie péruvienne, jusqu'à ce que la loi change et leur permette de prétendre à avoir des territoires en déclarant leur indianité. Alors les Kokama ou les ex-Kokama se sont rappelés qu'ils étaient indigènes à partir des années 80, et donc, ils se sont aussi mis à réapprendre leur deuxième langue maternelle, qui est donc Tupi-Guarani. Et maintenant, ils participent à l'école de formation de professeurs bilingues interculturels en Amazonie péruvienne, mais avec l'espagnol en première langue et le Kokama en deuxième langue. Et c'est pour dire qu'une langue indigène peut être quelque chose de flexible et aussi en fonction des circonstances des gens. C'est surtout ce qui compte, c'est la survie des gens plutôt que de leur langue. Les langues sont flexibles, on peut les laisser tomber, on peut en apprendre une autre. C'est peut-être plus compliqué que simplement déplorer la disparition de langues indigènes.